nous rejoindront en cours de route. J'imagine que chacun est très mobilisé dans ses activités au sein de ces structures. Donc tout d'abord, bienvenue à tous pour ce troisième temps de webinaire autour du retour d'expérience Covid-19, notamment sur la mobilisation des équipes et des établissements sur la première période de crise Covid. Donc pour ceux qui nous ont suivis sur les deux premiers webinaires, le premier webinaire portait sur du retour d'expérience autour de l'organisation du dispositif de gestion de crise. On a eu des témoignages extrêmement intéressants. Pour mémoire, vous pouvez les revoir en replay sur notre chaîne YouTube et sur notre site internet. Un deuxième webinaire qui a eu lieu la semaine passée autour du REX Covid et l'impact sur le fonctionnement des équipes, le travail en équipe. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler du REX Covid sur l'impact sur les parcours, la gestion des événements indésirables. Donc avec des retours d'expérience, une présentation des travaux de Calirel Santé. Et en faisant un peu de teasing, on se retrouve pour notre dernier webinaire cyclique autour du REX Covid le 20 mai pour parler REX Covid et la façon dont on a mobilisé, engagé l'expérience des usagers dans cette thématique. Donc, on est ensemble de midi à 14 h. Généralement, on finit un peu avant 14 h, ce qui laisse un petit temps de soupape avant d'enchaîner d'autres rencontres. Aujourd'hui, on a le plaisir de pouvoir accueillir plusieurs retours d'expérience, notamment un retour d'expérience par l'Achat des Vendées, un retour d'expérience assez original, fait sous forme de vidéo. Donc, merci à Magali Beneteau et à toute l'équipe de l'Achat des Vendées d'avoir accepté de nous partager leur retour d'expérience. Et puis, Sophie Pinault, l'établissement Beaujois-Vallée, qui va nous faire un retour d'expérience sur une thématique précise. On présentera aussi via Lucie Cazet, médecin de santé publique chargée de mission au sein de Calirel Santé, les travaux que nous avons pu apporter, notamment sur la première période de crise Covid, sur l'identification d'événements indésirables, de situations à risque autour des parcours des patients en région Pays de la Loire. Donc, merci à tous nos intervenants et merci à l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire, en la présence de Monsieur Vincent, à qui je vais laisser tout de suite la parole et qui va nous apporter l'éclairage de l'agence sur l'enjeu de mobiliser le retour d'expérience en cette période. Monsieur Vincent, merci encore d'être là et je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Madame Thérien, et mesdames et messieurs, bonjour. Écoutez, je vous remercie pour votre présence aujourd'hui et puis je remercie Calirel, notamment notre amie Noémie Thérien, en particulier de me proposer d'introduire cette séquence de travail collective entre professionnels de santé que vous êtes sur la notion de retour d'expérience et avec un focus particulier sur l'épidémie de Covid et la rupture de parcours. D'abord, sur les éléments de contexte, vous savez que l'épidémie actuellement connaît une baisse, l'épidémie se réduit, mais elle n'est pas encore derrière nous. On est encore sur des incidences d'à peu près 150 nouveaux cas par semaine pour 100 000 habitants. Et on est un peu plus en Sarthe, qui était parti de beaucoup plus loin, puisqu'on était pratiquement à 450 cas par semaine pour 100 000 habitants en Sarthe. Et là, c'est un peu mieux. Donc, c'est un peu mieux sur la dynamique épidémique, mais côté hospitalisation, ça reste encore très élevé. Donc, on a 80% de nos lits de réanimation qui sont encore occupés par les patients Covid. Et autre indicateur, c'est les enquêtes de séroprévalence qui sont menées un peu partout. Et vous savez sans doute que notre région a une séroprévalence faible. On était à 8% donc début février. Et si on rajoute les environ 30% de personnes vaccinées, on n'atteint pas les 40% de la population qui dispose d'une immunité, ce qui signifie que voilà, on n'est pas encore protégé d'une quatrième vague. Mais c'est vrai également que depuis un an, cette situation un peu particulière a beaucoup bouleversé, donc elle a malmené les établissements, les professionnels que vous êtes, mais comme toute situation de ce genre, elle a bousculé beaucoup d'habitudes, était l'origine d'erreurs, de toute façon c'est inévitable, et puis a fait émerger aussi des bonnes initiatives et a accéléré aussi des réflexions, et notamment je pense au sujet d'éthique qui j'imagine vous ont
plus que jamais mobilisés pendant cette épidémie. Et c'est pour ça que je suis convaincu que l'initiative portée par Kalirel est bonne, parce que c'est vraiment le moment où il faut tirer l'expérience, il faut capitaliser par rapport à tout ce que l'on a pu apprendre pendant cette période un peu exceptionnelle. Sur ce sujet-là, comme sur d'autres, mais sur le sujet des événements indésirables graves, donc pour lequel voilà, l'ARS est particulièrement intéressée, il y a effectivement des choses qu'il faut tirer de cette épidémie. Il y a des erreurs sur lesquelles il faut avoir un regard froid pour pouvoir faire mieux. Parce qu'effectivement, tout ce qui est culture de l'erreur positive est quelque chose auquel on croit, parce que c'est durable et c'est surtout porté par les équipes. Et donc, c'est sûr que l'Agence régionale de santé a plusieurs casquettes. Parfois, la casquette de celle qui tient les cordons de la bourse, parfois la casquette aussi du gendarme, et c'est sûr que l'ARS n'est pas forcément très bien placée, en tout cas, j'imagine, dans votre regard, pour porter cette culture du partage de l'erreur. Et c'est pour ça que c'est bien que Kalirel, donc en tant que père aidant, finalement, soit porteur de cette démarche pour le compte de l'ARS. Donc voilà, je remercie vraiment Kalirel pour cette dynamique. Je renouvelle le fait que nous croyons vraiment en l'intérêt de cette pratique, à la fois de la pérédance pour la culture de l'erreur positive, mais aussi du besoin de capitaliser en ce moment autour de ce que nous a enseigné l'épidémie de Covid. Voilà, je vous laisse poursuivre cette réunion, sachant que malheureusement, je vais vous quitter avant la fin, devant aller sur d'autres réunions. En tout cas, bonne réunion et merci encore à Noémie Thérien de m'avoir proposé de l'introduire. Merci infiniment, Monsieur Vincent. Merci de votre présence et des messages passés sur cette introduction qui effectivement font sens à la fois dans le partenariat qu'on peut avoir ARS Kalirel Santé pour accompagner les établissements et puis dans l'objectif d'être vraiment dans cette culture de partage d'expérience, de retour d'expérience. Et vous l'avez très bien dit, et j'aime bien le terme de pérédance. Je crois que le terme est très adapté sur cette dynamique-là. Merci. Et vous allez effectivement découvrir des initiatives qui ont été menées par les établissements avec deux approches. Une approche très originale de l'HAD Vendée sur comment les équipes sur un territoire a pu se mobiliser dans la coopération pour éviter justement la survenue de situations à risque, d'événements indésirables, et puis une approche très pédagogique, de culture, d'analyse de pratique autour d'un événement porté par l'établissement Baugeois-Vallée. Donc, je vais laisser tout de suite la parole à Magali Beneteau de l'HAD Vendée, qui remplace au pied levé Marie. Noémie, on démarre par la présentation de Lucie, pardon. normalement. Oh, excusez-moi. Oh, alors, Lucie, en plus, si je te squeeze, excusez-moi infiniment. Effectivement, Lucie, je vais tout de suite te laisser la parole pour partager notamment l'expérience qu'on a menée, l'enquête qu'on a pu porter au sein de Kalirel Santé sur l'identification de situations à risque pour permettre d'avoir un éclairage sur les parcours des personnes accompagnées et prises en charge sur le territoire ligérien. Toutes mes excuses, Lucie, et merci infiniment de ta présentation. Merci Noémie, merci Swazik. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter un travail que Kalirel a mené au cours du premier confinement national, qui était une cartographie des risques, des situations dommageables dans les parcours de santé habituels des Ligériens en contexte épidémique, évidemment. Donc, pour replacer le contexte, on est en plein début, bon début de la pandémie de Covid-19. Le pays se met à l'arrêt avec ce premier confinement national qui a débuté le 23 mars 2020. J'ai un doute, mais ça doit être ça. Donc, un arrêt massif des activités de la nation, une mise en télétravail d'une grosse majorité des professionnels. Et dans nos hôpitaux, on se focalise sur les activités dites essentielles. On déprogramme beaucoup d'activités chirurgicales et on se recentre sur la prise en charge des patients atteints de Covid-19, notamment dans nos réanimations.
Donc, tout le monde se met en mode de gestion de crise avec, bien sûr, la mise en suspens des projets qui ne servent pas à la gestion de crise et notamment des projets de qualité et de sécurité des soins. Donc, Calirel suit la marche par contre, dans notre champ d'activité, on se pose la question de savoir comment, malgré cette gestion de crise qui va focaliser l'ensemble des professionnels du milieu de la santé, comment est-ce qu'on peut néanmoins guider les décisions sur garder quelques notions de sécurisation et de qualité des soins. Et donc, on a eu cette idée d'essayer de recueillir des situations de rupture de parcours de soins sur des patients, du coup, qui n'étaient pas atteints par la Covid-19, puisque cela, tout le système de santé est focalisé à les prendre en charge, mais nos autres patients qui ont des programmes, dont on met en pause parfois la prise en charge, est-ce que ces ruptures de parcours ont une incidence sur notre système de soins? Donc, la finalité de ce recueil, c'était de fournir une aide à la décision pour l'ARS et l'ensemble des acteurs de soins en Pays de la Loire sur ces ruptures de parcours. On avait sur cette enquête 3 cibles principales, l'ensemble des professionnels de santé, qu'ils soient salariés ou libérales, ce qu'on a appelé les gestionnaires d'établissement, les directeurs, les qualiticiens hors professionnels de santé, et aussi les usagers au travers notamment d'un partage de l'enquête via France Asso Santé Pays de la Loire. Et bien sûr, ça s'adressait à l'ensemble des secteurs de soins, qu'ils soient sanitaires, médico-social ou de ville. C'était un recueil qui s'est voulu continu avec des éditions régulières de synthèse. Et donc, si tu veux bien passer à la diapositive suivante, Soisic, le moyen le plus rapide à mettre en place, c'était de faire un formulaire web. Un formulaire web pour recueillir donc ces ruptures de parcours, sachant que par la suite, on a pu récupérer d'autres sources de données que sont un questionnaire du département de médecine générale de l'université de Nantes qui finalement s'est posé exactement les mêmes questions que nous. Donc, on a pu mutualiser ce travail et on a aussi pu recueillir auprès de l'ARS quelques données de plainte au cours de cette période qui nous a permis d'illustrer un petit peu les situations que pouvaient vivre les usagers. Donc, ce recueil s'est transformé, enfin, c'est édité sous la forme de plusieurs rapports. Si tu veux bien passer à la diapositive suivante, Soisic. Ouais. Donc, vous avez une image du questionnaire web sur la gauche de la diapositive et l'édition de rapports complets, puis de synthèse avec des diffusions périodiques. On a essayé de s'adapter au recueil des données. Donc, on a fait une édition toutes les semaines dans un premier temps, puis on a espacé au fur et à mesure des données recueillies. Sur l'analyse des données, donc on analysait que les grilles qu'on dit validées, c'est-à-dire les grilles qui ont été jusqu'au bout de la saisie. On avait une analyse quantitative sur le nombre de situations, les secteurs de soins, la catégorie d'âge des patients touchés, les types de filières de soins et les parcours concernés et leur gravité. Donc, tout ça, c'était quantifié. Et puis, on proposait aux répondants de nous raconter sur un champ texte libre la situation qu'ils avaient vécue et qu'ils voulaient nous faire remonter. Ce champ de récit, finalement, a été analysé qualitativement par le biais de la construction d'un thésaurus avec des mots-clés qu'on retrouvait, qui nous a permis de qualifier les situations, les types de situations, leur gravité, leurs conséquences.
Et puis, cette double analyse quantitative et qualitative nous a permis d'éditer une cartographie des risques en identifiant une criticité et en croisant les données issues de l'analyse qualitative et de l'analyse quantitative. Du coup, sur ce qu'on a pu recueillir sur la première période de confinement national, puisque l'enquête s'est poursuivie jusqu'au 31 décembre 2020, mais on va vous présenter les résultats les plus probants qui sont vraiment sur ce premier confinement. Donc, on a pu enregistrer 158 ruptures de parcours réparties sur le territoire en suivant la densité de la population. Si tu veux passer à la diapositive suivante, Swazik, évidemment, les déclarations les plus enregistrées sont sur la Loire-Atlantique, puis le Maine-et-Loire, Vendée, Sarthe et Mayenne, donc vraiment en respectant la densité de population. Néanmoins, on reste du coup représentatif, enfin pas représentatif, mais on a des données de l'ensemble du territoire. Elles sont principalement issues aussi des soins primaires, donc que ce soit les acteurs du domicile ou les acteurs de la ville ont principalement répondu. Ça, c'est parce que du coup, on a raccroché les données de l'Université de Nantes, donc, qui étaient principalement tournées vers les médecins généralistes. Donc, c'est pour ça qu'on a une grosse proportion de ce côté-là. Elle concernait autant les adultes que les personnes âgées, beaucoup moins les enfants, mais je ne pense pas que ce soit, c'est sur la diapositive suivante, je ne pense pas que ce soit absolument représentatif. Hein. C'est juste que quand on parle de rupture de parcours, on parle souvent de la personne âgée ou de la maladie chronique, donc on a plus affaire à des adultes et à des personnes âgées, mais néanmoins, on avait quand même quelques récits sur des enfants. Et puis, on avait principalement des parcours incluant le domicile, en lien avec les soins primaires, les soins de ville, ou en lien avec un établissement de santé. Donc, on entend par établissement de santé les établissements hors hébergement, donc principalement sanitaires, pour délivrer des soins sanitaires. Du coup, ces données quantitatives-là, plus le récit des professionnels, donc on a eu 106 récits. Au-delà des 158 grilles, on a eu 106 récits qui ont été vraiment détaillés par les professionnels. Et ils nous ont permis, ces 106 récits, de dresser la cartographie suivante. Donc, de permettre de classer les ruptures en typologie de situation et en gravité. Donc, concernant la gravité, on avait une majorité des récits qui avaient une gravité très modérée, une conséquence physique ou psychique décrite chez le patient, mais temporaire. Par exemple, beaucoup décrivent une détresse psychique des patients sur les parcours de santé mentale, pour ne citer que ça, mais il y en a plein d'autres. Et puis, on a quand même 3% de situations de rupture pour lesquelles on a dans le récit la notion du décès du patient. Donc, on a vraiment un panel de gravité du moins grave au plus grave. Du coup, les situations les plus critiques concernaient principalement des renoncements aux soins. On entend par là des patients qui n'osent pas aller voir leur médecin, qu'ils soient médecins traitants ou médecins spécialistes pour leur suivi cardiologique, de peur, soit par consigne, parce qu'au départ, on avait parfois des consignes un petit peu contradictoires. Donc, des patients qui n'osent pas voir leur médecin par consigne ou par simplement peur de déranger le professionnel qui est supposé s'occuper de patients Covid, ou simplement par peur aussi de soi-même attraper le Covid dans la salle d'attente du professionnel. Donc, on avait pas mal de situations de ce type-là, des ruptures de soins et de suivi médical sur des parcours, notamment des suivis de personnes âgées, des parcours de gériatrie ou des parcours de cardiologie. Et puis, parfois, des retards diagnostiques sur des patients qui étaient en cours de bilan et dont les imageries, notamment, ou d'autres examens ont été reportés et qui ont entraîné un retard à certains diagnostics. Toutes ces situations ont bien sûr pu engendrer des aggravations des complications de pathologie, qu'elles soient pathologie aiguë pour un patient en cours de bilan ou pathologie chronique, qui est une pathologie déjà installée. Sachant qu'on était à part égale entre pathologie aiguë et pathologie chronique. Et puis, le top 5 des domaines concernés qui nous ont été remontés, c'est la médecine générale, mais encore une fois, on a le biais d'inclusion des données du département de médecine générale de l'Université de Nantes. Le
En deuxième position, il y avait la chirurgie, puis la gériatrie, la kinésithérapie et enfin les parcours de cardiologie, neurologie en cinquième position. Ah, excuse-moi. Donc là, sur ce travail, il y a beaucoup de limites à ce travail. On n'a que 158 grilles sur une période de plusieurs mois. Donc, c'était vraiment une participation volontaire des établissements. Donc, nous ont remonté les gens qui ont cliqué sur notre mail, qui avaient des ruptures à signaler et puis qui avaient envie de les faire remonter. Donc, on est vraiment sur les limites du volontariat des professionnels de santé. Et du coup, on ne peut pas dire que cette cartographie elle n'est de toute façon pas exhaustive et donc pas représentative forcément de ce qui s'est exactement passé sur le territoire. Néanmoins, elle a tout de même servi à orienter certains choix parce que le volontariat signifie que les professionnels qui nous ont fait remonter ces situations avaient besoin de les faire remonter. Donc, on n'est pas représentatif, mais néanmoins, on a des situations qui ont alerté sur le territoire. C'est un travail qui nous a permis de voir qu'il était possible de mobiliser les usagers sur la thématique du signalement des événements indésirables. Donc là, on a tout panel d'événements indésirables. On a l'événement, le dysfonctionnement, sans conséquence pour le patient, jusqu'au décès, donc l'événement indésirable grave. Et on voit que les usagers peuvent être mobilisés sur ce signalement. Au départ, c'est un travail qui se voulait vraiment évolutif et refléter les évolutions du contexte sanitaire. Mais on s'est très vite heurté à de nombreux freins, à de nombreux facteurs qui ne sont pas maîtrisables dans ce genre de situation, notamment, encore une fois, la participation qui était volontaire, le volontariat des professionnels de santé, mais surtout beaucoup de choses ont bougé dans nos structures, que ce soit les établissements, les soins de ville, etc. Il y a eu beaucoup d'évolutions, beaucoup de modifications qui ont fait que les professionnels se sont plus ou moins saisis ou ont eu plus ou moins le temps de remplir ce questionnaire. Et puis, au cours de cette crise sanitaire, les modes de coopération ont beaucoup évolué entre les établissements sur tous les parcours. Et ça, du coup, on n'a pas forcément réussi à l'enregistrer. Sur les perspectives qu'on voit à ce travail, alors là, on n'a fait qu'un recueil de signalements et du coup, on vous en fait une description très factuelle, finalement, une description, oui, c'est ça, très factuelle, mais on n'a pas été creusé sur tout ce qui est facteurs contributifs, on n'est pas allé analyser ces situations. Donc, on n'a aucune donnée sur les facteurs contributifs de ces situations. Donc, c'est quelque chose qui serait très intéressant à mettre en évidence sur des gestions de crise comme celle-ci. Et puis, c'est un outil qui nous a permis de se rendre compte finalement que, en fait, on va de plus en plus sur la coopération, sur les parcours de soins. Et on a sur ces parcours des événements indésirables qui surviennent et qui ne sont pas forcément le fruit d'une unique étape, qui ne sont pas forcément le fruit d'un unique acteur de soins. On est donc sur des événements dits parcours. Et donc là, on avait un outil qui permettait de recueillir ces événements. Et c'était une première expérience, je pense, du recueil de ce type d'événements indésirables. Et du coup, on a vu qu'on avait une forte participation des professionnels de soins primaires, des professionnels de ville, des acteurs du domicile, qui se sont pas mal emparés de ce questionnaire, notamment parce que dans nos structures, on a déjà des modes de signalement qui existent, qui sont connus et qui n'existent pas sur le secteur de la ville. Il serait potentiellement intéressant de transformer cet outil pour en faire, voilà, voir comment on peut aider les professionnels de ville à signaler et à apprendre des dysfonctionnements sur leur secteur. Voilà, Soisic, Noémie, j'ai été un peu vite, mais c'est vrai que c'est mon fonctionnement à moi. Je ne sais pas s'il y a des questions. Merci Lucie, non, ta présentation était synthétique et éclairante.
Alors, n'hésitez pas à poser soit vos questions sur le chat ou à ouvrir vos micros pour prendre la parole. Alors, il semble à ce stade ne pas y avoir de questions ou de remarques. Ce que je vous propose, elles viennent généralement au fil du webinaire, donc pas d'inquiétude. Ce que je vous propose, c'est de pouvoir passer pour le coup sur la bonne temporalité, excusez-moi Magali, à l'intervention et la présentation de l'HAD Vendée, qui effectivement en écho à la présentation de Lucie avait été dans la réactivité, et ce qui est très intéressant, c'est notamment dans la réactivité, puis dans les témoignages qu'on peut avoir des multiples acteurs, et notamment des acteurs de soins primaires, pour justement replacer la question des parcours du patient sur le territoire de Vendée dans les prises en charge HAD. Et votre témoignage innovant et ludique est particulièrement intéressant. Je vous laisse la parole, Magali. Très bien, merci. Donc, je suis Magali Beneteau, je suis cadre de santé à la HAD Vendée et je remplace donc, comme vous l'avez dit, Marie Potintual, qui est notre responsable de qualité aujourd'hui et qui est malheureusement souffrante. Donc, l'HAD, pour resituer un petit peu, c'est l'hospitalisation à domicile, donc qui est une alternative pour éviter ou raccourcir une hospitalisation traditionnelle. Donc là, c'est principalement notre mission. L'HAD Vendée, c'est un établissement de santé donc départemental. On est situé quasiment sur tout le département, excepté les Herbiers, Pouzauges, qui font partie de l'HAD de Cholet, mais pour tout le reste, donc on intervient sur tout le département. Et notre autre particularité, c'est que nous travaillons principalement et même majoritairement en fait avec les libéraux, avec les professionnels du domicile, les médecins, les infirmiers, etc. Donc, nous avons fait ce petit film Covid Investigation que vous allez voir dans un instant. C'était d'abord aussi pour présenter notre HAD lors de notre assemblée générale de l'année dernière, puisqu'on ne pouvait pas rassembler les professionnels et les acteurs de l'HAD en fait en présentiel. Donc, on a eu l'idée de faire ce petit film à ce moment-là, au moment du premier confinement, pour montrer justement la vie à l'HAD, les difficultés, tous les changements en fait que cette crise sanitaire a occasionné et comment nous nous sommes adaptés en fait à ces changements, donc au sein de notre équipe, auprès des professionnels, des partenaires, et puis aussi pour répondre à notre priorité qui était d'assurer la continuité des soins chez tous nos patients. Donc, vous allez voir tout de suite en fait que cette crise nous a conduit à développer de nouvelles technologies, de nouvelles organisations que vous allez maintenant découvrir. Voilà. Ok, donc je vais vous passer la vidéo, donc juste un tout petit instant pour transmettre les partages d'écran. Voilà, je voudrais juste vérifier, partager l'audio. Ok, je lance le film et Noémie, tu me dis si jamais il y a un problème de son. Vendéen nous a missionnés pour enquêter sur l'HAD Vendée. Aujourd'hui, nous allons donc rencontrer les HADiens. Qui sont-ils? Quels dispositifs ont-ils mis en place et comment ont-ils survécu à cette crise? Pour le savoir, restez avec nous. Bonjour à tous, je suis Lise Ducette. En démarrant mes investigations il y a quelques jours, j'ai reçu 2 vidéos de professionnels du domicile, un médecin et une infirmière partenaires de l'HAD. Ils m'ont alerté sur le fait que depuis la crise du Covid, ils ont remarqué de nombreux changements au sein de l'HAD. Voici leur message. Bonjour Louise, je vous envoie cette vidéo pour vous alerter un petit peu de ce qui s'est passé pendant le confinement par rapport à l'HAD Vendée. Donc moi je suis infirmière libérale en Vendée et j'ai eu à faire des téléconsultations, notamment pour la prise en charge de patients en fin de vie.
Donc, je vais vous parler de deux cas. Le premier, le médecin avait déjà rencontré la famille. Du coup, la téléconsultation a permis de réactiver un petit peu les consultations qui avaient été faites en présentiel. La famille a vraiment ressenti la présence du médecin et le médecin a pu évaluer la situation au domicile. Et du coup, l'échange était très satisfaisant, bien plus qu'un simple appel téléphonique. Dans le deuxième cas, le médecin n'avait pas rencontré la famille, donc l'échange en visio a permis au médecin d'évaluer la situation, l'environnement du patient. Et puis pour la famille, ça a permis aussi de sentir la pleine présence du médecin, l'attention, et puis le passage d'informations en communication non verbale était aussi très intéressante. Donc au final, moi qui n'étais pas très favorable à la visio-consultation, j'ai trouvé que c'était très positif, que ça permettait aussi un gain de temps et que ça permettait de regrouper tout le monde au même endroit assez facilement dans un premier temps. Et la deuxième chose, ça permet en cas de confinement comme on a eu, de préserver les personnes sur un risque sanitaire, tout en conservant la qualité des échanges entre le médecin dans ce cas-là et les patients. Voilà. Je m'appelle Gwenaëlle Derrien, je suis médecin généraliste à Esnay. Et je voulais vous faire part de 2 retours d'expérience avec l'HAD Vendée pendant la crise Covid. Tout d'abord, un échange visio qui a eu lieu donc, au domicile d'une patiente suivie en soins palliatifs. J'ai pu avoir un échange avec le docteur Abès en fait, après avoir vu la patiente et nous avons pu discuter de la prise en charge et adapter la thérapeutique en présence aussi de la famille. Le côté visio a donné un côté chaleureux et convivial aussi à cet échange et puis cette concertation en direct et efficace aussi avec la famille. Le deuxième retour d'expérience, c'est une soirée de formation qui a eu lieu le 26 mars avec le docteur Bontemps, docteur Priou et docteur Aignon. Il s'agissait de présenter aux médecins généralistes vendéens le rôle de l'HAD pendant la crise Covid, notamment au niveau des EHPAD, et puis de reprendre quelques notions aussi de soins palliatifs. Il nous a été présenté le protocole très concret thérapeutique, notamment lors de cette soirée d'échange. 50 médecins s'étaient inscrits en 48 heures. Voilà, donc merci à l'HAD pour effectivement tout ce qui a été mis en place. J'aimerais bien qu'à l'avenir, effectivement, cet échange visio au domicile puisse perdurer, bien sûr, avec initialement aussi un échange physique, une réunion de concertation, notamment au domicile du patient quand on débute la prise en charge. Merci beaucoup. Tout ça est très intéressant. Téléconsultation, adaptation, formation. Effectivement, cela me donne envie de mener mon enquête. Allons-y. Bonjour. Aujourd'hui, Covid Investigation s'intéresse à l'hospitalisation à domicile dans le département de la Vendée. Comment l'HAD Vendée s'est-elle organisée durant cette crise sanitaire sans précédent? Pour répondre à cette question, nous allons rencontrer les acteurs de cet organisme et tenter de comprendre le fonctionnement. Un document inédit signé Covid Investigation. Suivez-moi. Je suis entrée. Première règle ici, protection obligatoire. Friction avec du gel et port du masque. Pour ma part, je vais opter pour une visière. Démarrons notre enquête. Bonjour, Lise Lucet pour Covid Investigation. Vous êtes Alexandra? Oui, c'est moi-même. Bonjour. Vous voulez entrer? Oui, je peux bien. Merci. Alexandra, pouvez-vous nous dire quand et comment s'est organisée la cellule de crise? Oui, bien sûr. Alors, on a décidé de déclencher la cellule de crise dès le vendredi 13 mars, le lendemain de l'annonce de la fermeture des écoles. Toute cette première journée, donc, on a organisé cette cellule, à la fois sa composition, son organisation, ses priorités. Sachant que, bien sûr, notre priorité, c'était d'assurer la continuité des soins de nos patients, tout en mettant en sécurité à la fois nos professionnels, les professionnels libéraux, et puis aussi nos patients, bien sûr. Et puis, ce jour-là, on a aussi décidé de suspendre tous nos projets, tous les nombreux projets qu'on avait en cours, nos groupes de travail et nos instances. D'accord, très bien. Je vous remercie pour la clarté de votre réponse. Je vous souhaite une bonne journée. Merci, vous aussi. Au revoir. À bientôt. Merci.
présent, nous allons chercher à comprendre comment les équipes de l'HAD se sont-elles organisées pour le télétravail. Comment ont-elles perçu ce changement pour le moins radical? Comment ont-elles alors repensé leur manière de travailler? La réponse tout de suite au comité d'investigation. Bénédicte, je vais vous demander, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur la mise en place du télétravail au sein des équipes? Alors, nos responsables nous ont interrogés pour savoir si nous avions des impératifs familiaux ou médicaux pour devoir être mis en priorité au télétravail. Ensuite, nous avons défini les missions qui pouvaient être réalisées ou non à distance. Après, au niveau des services accueil, comptabilité, les assistantes sociales, donc on a pu s'organiser pour faire des missions à distance. Et donc, suite à ça, nous avons mis en place une charte sur le télétravail pour pouvoir le continuer ensuite. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Bénédicte, pour cette réponse instructive. Nous avons donc décidé d'interviewer une HADienne en télétravail. Nous allons maintenant contacter Natacha, en télétravail depuis le début du confinement. Elle va nous expliquer comment se passe le télétravail à la maison. Bonjour Natacha, comment vous sentez-vous depuis le début du confinement? Bonjour Lise, plutôt bien, même si j'avoue que le confinement est parfois pesant. Le plus dur à supporter, c'est l'isolement social. La visio ne remplace pas le vrai contact humain, même si ça a été un atout non négligeable pour tenir pendant cette période inédite. Oui, on imagine bien. Et comment se passe le travail à la maison? Alors la toute première chose, c'est de réussir à s'aménager un vrai espace de travail. Ensuite, il faut s'organiser au niveau de la gestion du quotidien, les repas, la gestion des enfants, de leurs devoirs, le bruit. Mais moi, j'ai quand même de la chance d'avoir des enfants adolescents qui comprennent que quand je travaille, je ne suis pas disponible pour eux. Et donc, vous arrivez toujours à assurer vos missions malgré la distance? Oui, tout à fait. J'ai pu, durant le confinement, assurer l'intégralité de mes missions grâce à la visio, les échanges par mail ou par téléphone avec mes collègues. D'accord, très bien. Merci beaucoup Natacha pour vos réponses. Et puis on va vous souhaiter une bonne continuation. Merci Lise, à bientôt, au revoir. En parlant de visio, comment se passe la communication entre soignants et patients? Pas toujours évident avec les outils informatiques. Pour ça, nous allons tenter d'en savoir un petit peu plus sur ce qui a été mis en place. Bonjour mesdames. Bonjour. Vous êtes pour comité d'investigation. Vous posez quelques questions? Oui, avec plaisir. Je vous remercie. Alors dites-nous, quels moyens avez-vous mis en place pour garder contact avec vos patients? Alors, dès le début de la crise et la mise en place du confinement, on a contacté l'ARS des Pays de la Loire pour avoir la procédure pour accéder à la plateforme régionale de télémédecine. Donc il nous a fallu 10 minutes pour avoir l'accord de l'ARS et obtenir également l'accompagnement d'un chef de projet du GCS e-santé. Donc ensuite, on a acheté du matériel, donc en l'occurrence 180 tablettes de ce type-là. En fait, c'est des tablettes qu'on avait déjà, mais pas assez en quantité, pour pouvoir déployer ces tablettes chez nos patients en cours. Ensuite, on a procédé à des formations individuelles de l'ensemble des achadiens à l'utilisation du logiciel pour que chacun d'entre eux puisse faire des téléconsultations. Donc les médecins, les infirmiers, les assistantes sociales, les psychologues, et tout le monde a été formé pour utiliser rapidement les tablettes et la téléconsultation. D'accord, très bien. Donc si je comprends bien, la mise en place a été assez rapide. Oui, tout à fait. Ça a dû générer une organisation et un suivi vraiment important, non? Alors effectivement, ça a été de l'organisation. À chaque entrée de patient, toute l'équipe a anticipé la mise en place de tablettes à domicile. Donc chaque tablette est paramétrée en amont pour après l'attribuer dans le dossier de mon patient. Le suivi logistique se fait quotidiennement par contre. Et pour les retours, donc quand les patients sortent d'HAD, on récupère la tablette et on a mis en place un nouveau processus de désinfection pour qu'on puisse après remettre toutes les tablettes en circuit et dans notre stock central. C'est vrai que globalement, du coup, l'organisation de tout ça a évolué avec la crise. Par exemple, pour l'instant, on ne met plus de sacoches en tissu au domicile, on privilégie les enveloppes à bulles. Très bien, je vous remercie mesdames. Mais qu'en est-il du reste du matériel? Les médicaments par exemple? Comment font les achadiens pour gérer toute cette logistique? Il paraît qu'il faut aller voir Sophie pour éclaircir tout ça.
Bonjour Sophie. Bonjour Lise. Merci de prendre le temps de me recevoir. J'ai une petite question pour vous. Qu'est-ce qui a réellement changé durant cette période de crise? Les préparations ont-elles été différentes? Alors du coup, avec le Covid, on a dû rescinder en deux toute notre logistique. Avec ma collègue Amandine, elle s'est occupée plus particulièrement de l'ensemble de la logistique livraison auprès des patients. Et également tout ce qui va être retour et désinfection. Pour ma part, j'ai assuré la délivrance des traitements pour les patients et également passer des commandes pour faire les réassorts auprès des laboratoires. D'accord, mais alors comment avez-vous fait pour assurer vos livraisons chez les patients? C'est là que ça a été un peu plus compliqué parce qu'habituellement, nous faisions des livraisons toutes les semaines. Là, bien évidemment, nous ne pouvions plus aller toutes les semaines chez les patients. C'était bien trop dangereux et pour nos patients et pour les soignants. Du coup, on a dû agrandir nos stocks, ce qui a fait qu'on a pu aller livrer tous les 15 jours, voire même tous les mois. Et du coup, on croule sous les cartons. Je vois ça. Par contre, bonne nouvelle, quelqu'un est venu agrandir l'équipe avec Tony, qui parcourt toute la Vendée tous les jours afin de répondre au mieux aux besoins. Très bien, merci beaucoup Sophie pour votre gentillesse. Ah voilà Tony, le livreur de l'HAD. Allons voir. Bonjour Tony. Bonjour Lise. Enfin on se rencontre. Dites-moi un peu comment se passe vos journées? Alors je commence mes journées à 8h30. Je décharge le matériel que j'ai récupéré la veille. Ensuite je vais sur le tableau de la tournée que les IDEC ont rempli. Et j'organise mes livraisons et mes récupérations de la journée. Je vais livrer sur les antennes de l'HAD et chez les patients. Je leur livre du DM, des médicaments ainsi que des gants et des masques afin de protéger les soignants et les patients. Et ensuite je finis par charger le véhicule et je file. D'accord, merci Tony. Merci, au revoir Elise. Au revoir, bonne journée. Grâce à Tony, nous en savons davantage sur l'organisation. Cependant, une question nous taraude. Quels ont été les moyens de protection mis en place pour les patients et les partenaires? Bonjour Magali, Lise du 7 pour Covid Investigation. J'ai quelques questions à vous poser. Du coup, est-ce que vous pouvez me dire comment avez-vous déterminé les besoins en matériel de protection? Le plus difficile, ça a été vraiment d'évaluer en fait nos besoins des partenaires à domicile, puisqu'ils ont été rapidement confrontés à une rupture en fait des différents dispositifs de protection. Donc nous avons dû faire un savant calcul pour connaître leurs besoins. Nous avons fait ce calcul donc en prenant en compte à la fois les recommandations d'utilisation des dispositifs de protection, la fréquence de changement, la livrée, et puis aussi en tenant compte vraiment de la réalité des situations, c'est-à-dire du nombre de passages, du nombre d'intervenants, et puis vraiment de la nature des soins, et ce pour tous les dispositifs et pour les 220 patients. D'accord. Et on se demandait justement, où est-ce que vous avez trouvé vos sources d'approvisionnement? En tant qu'établissement de santé, nous avons eu une dotation de l'ARS, une dotation hebdomadaire de masques chirurgicaux, de masques FFP2. Mais cette dotation était réellement insuffisante et est arrivée beaucoup trop tardivement. Donc nous avons dû avoir recours à une commande massive en Chine de masques chirurgicaux, de gants. Et puis pour le reste des équipements de protection, eh bien, nous avons fait un appel aux dons. Grâce à une page Facebook, grâce à une campagne de phoning auprès des entreprises vendéennes. Et nous les remercions d'ailleurs chaleureusement parce que nous avons eu pas mal de réponses à cet appel aux dons. D'accord, merci beaucoup Magali pour la qualité de ce témoignage. Et puis je vais vous souhaiter une bonne continuation. Après la mise en place du télétravail, des téléconsultations, la réorganisation de la logistique, de la livraison et enfin la définition des moyens de protection, nous allons tenter de décrypter le parcours d'un patient en HAD, en commençant par faire un tour au CHD. Suivez-moi. Bonjour Dr Jean-Luc. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, je vous remercie. Installez-vous, je vous en prie. Merci du temps que vous nous consacrez. J'avais une question à vous demander, Dr Jean-Luc. Comment vous est venue l'idée de solliciter l'HAD pour les patients Covid? Alors, l'idée est venue suite au déclenchement des plans blancs hospitaliers. Il a fallu, ou on a réfléchi en tout cas, à comment faire de la place aux patients dans les services Covid. Et il y a eu des recommandations nationales qui favorisaient justement la sortie des patients Covid
avec une prise en charge HAD. D'accord, et donc dites-moi concrètement, comment se passe la sortie d'un patient? Alors, lorsqu'un patient est éligible aux différents critères, en général, on garde les patients au moins jusqu'à 10 jours du début des symptômes. Au-delà de ça, effectivement, on contacte l'HAD, si le patient et la famille, bien sûr, sont d'accord. On fait une première évaluation, ou en tout cas une première présentation à l'HAD du patient. Ensuite, l'infirmier de liaison de l'HAD rappelle le service, rappelle le patient, son entourage éventuellement. Et lorsque tout le monde est d'accord sur l'idée d'une sortie, ils font à ce moment-là livrer à domicile du matériel qui va être nécessaire pour la surveillance, avec donc des oxymètres de pouls, des saturomètres, des tensiomètres par exemple, et une tablette numérique qui va permettre aux infirmiers de l'HAD 2 fois par jour de prendre des nouvelles du patient, de communiquer avec eux, de prendre des fréquences respiratoires et d'évaluer leur état de santé. D'accord, bien merci beaucoup Dr Jean-Luc Je vous en pour prie. cette réponse très complète. Je vous en prie. Je vous souhaite une bonne continuation, merci. Bonne continuation, merci. Merci. Grâce à Dr Jean-Luc, on en a appris plus. Mais une question reste en suspens. Que se passe-t-il à la réception d'une demande de prise en charge? Allez, retournons à l'HAD. Bonjour mesdames. Bonjour madame. Bonjour. Lise Lucette pour Covid Investigation. J'ai quelques questions à vous poser si vous voulez bien. Merci. Je vous remercie. Alors, je voulais vous demander, docteur Véronique, pouvez-vous m'expliquer ce qui se passe côté HAD à la réception de la demande de prise en charge envoyée par le CHD? Lorsque nous avons une demande de prise en charge pour intégrer l'HAD, nous passons tous les dossiers en commission d'admission. Lorsque a débuté la crise sanitaire liée au Covid, nous avons augmenté les critères d'inclusion en considérant que tout patient porteur du virus serait inclus à l'HAD à partir du moment où la demande vient du CHD et où le patient n'a besoin d'aucun intervenant libéral au domicile. C'est aussi dans un but de protéger les soignants en ville. Dites-nous en plus, comment faites-vous pour la surveillance des patients? Avec quels outils? Alors au début, on a pu mettre dès le début de la crise sanitaire des outils pour continuer à prendre nos patients qui étaient déjà en HAD à domicile. On a pu continuer à faire sortir des patients de l'hôpital et surtout prendre les patients atteints du Covid précocement pour un retour à domicile. Par le biais de tablettes avec la télésurveillance, on les appelait, donc l'infirmier coordinateur les appelait matin et soir. Ensuite, on les a éduqués à la prise des paramètres vitaux par le biais de la tablette. Et puis, on avait un questionnaire sur lequel on s'appuyait pour la surveillance clinique des patients. Donc, ça se passait très bien. Puis, finalement, les patients étaient ravis d'être acteurs de leur prise en charge à la maison. Et puis, finalement, matin et soir, ils attendaient nos appels parce qu'au fur et à mesure, on commençait à bien les connaître. D'accord. Je vous remercie beaucoup pour vos réponses très complètes. Et je vous souhaite une bonne continuation, un bon courage pour la suite. Merci. Nous allons cette fois-ci nous intéresser d'un peu plus près aux patients qui vivent en structure. On nous a parlé d'une team EHPAD. Qui sont-ils? Que font-ils? Nous allons le découvrir dans un instant. Regardez. Nous sommes en direct avec Orlane et Jennifer, la team EHPAD. Bonjour mesdames, merci de nous recevoir. Bonjour. Alors je vais commencer par poser une question à Orlane. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur le fonctionnement pour les patients en ESMS? Alors notre collaboration avec les établissements médico-sociaux et les EHPAD commence dès lors qu'ils ont besoin de traitements hospitaliers, c'est-à-dire des traitements qu'on ne trouve pas en officine de ville. Alors rapidement, on leur a envoyé un protocole, un petit peu un cheminement à suivre pour nous contacter. Ça leur permet en fait de repérer des symptômes, suivre l'état de leurs patients. Comme ça, on peut leur délivrer un petit kit ESMS avec ces traitements hospitaliers à l'intérieur. D'accord, très bien. Je note. Hop. Et vous, Jennifer, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les structures du handicap? Oui, alors on avait fait une collaboration avec les structures du handicap, notamment l'ADAPI et Organdi. La prise en soin, elle est différente dans ces structures-là qu'avec les EHPAD parce que c'est des structures non médicalisées. On a pu former comme ça les professionnels éducatifs à des techniques médicales comme l'utilisation du matériel de surveillance. Grâce à ça, ils ont pu faire les surveillances 2 fois par jour auprès de leurs patients atteints du Covid. Et on avait la surveillance par le biais de visio avec l'infirmière coordinatrice du secteur et aussi le médecin coordinateur du secteur. D'accord, très bien. Je vous remercie beaucoup, mesdames. Merci. Je vous souhaite une bonne continuation. Merci. Tout ça est très intéressant. Mais qu'en est-il de la continuité des surveillances? Pendant le week-end, par exemple. Allons voir. Bonjour.
Lise du 7 de Covid Investigation, je peux vous poser quelques questions? Oui, bien sûr. Vous êtes Nadine, c'est ça? Oui, c'est ça. Nadine, j'avais une question à vous poser. Pouvez-vous nous expliquer comment se passent les surveillances le week-end? Alors, pour faire face à ces surveillances de patients Covid supplémentaires, on a en fait doublé nos effectifs infirmiers sur le week-end, samedi, dimanche et jours fériés. C'est-à-dire qu'on a 2 infirmiers qui sont présents sur le site de La Roche pour pouvoir assurer à la fois la surveillance des patients habituels suivis à HAD Vendée et les patients Covid. Ces patients Covid, on les appelait en visio de préférence ou par téléphone 2 fois par jour pour surveiller l'évolution des symptômes. Et donc on avait en plus un médecin qui était d'astreinte téléphonique vers lequel les infirmiers pouvaient demander un avis si une évolution défavorable d'un des patients. Donc sur place, en plus, comme ils étaient sur place à La Roche, on avait du matériel, des kits prêts au cas où on avait besoin de faire des livraisons, ce qui était plus efficace, et à 2, ils répondaient plus facilement et plus rapidement au flux des appels. Voilà, c'est une organisation du coup qui a été développée un petit peu plus rapidement que prévu pendant cette période Covid, et il y a une satisfaction des équipes dans la réponse aux patients et aux professionnels. Donc c'est des organisations qu'on va garder après la crise sanitaire. D'accord, je comprends bien. Je vous remercie en tout cas pour cette réponse. Et vous, docteur Frédéric, comment vous êtes-vous organisé au niveau médical? Alors en pratique, on a eu pas mal de réunions avec nos collègues de l'hôpital et on a identifié le risque pour le standard du centre 15 d'être dépassé. Et donc comme en mettant en œuvre ce dispositif avec les infirmières, comme le disait Nadine, il fallait que ces infirmières aient un recours rapide à un avis médical. Et pour le cas où les temps d'attente du standard auraient été trop longs, on a prévu effectivement une astreinte médicale. Alors on a élargi l'astreinte de jour jusqu'à 20h. Et puis logiquement, pour les jours fériés, les week-ends et les samedis, on a mis en place une astreinte téléphonique de façon à pouvoir répondre aux questions des infirmières de 9h à 20h. D'accord, très bien. Je vous remercie beaucoup et je vous laisse continuer. Merci. Au revoir. Au revoir. Avec tous ces changements, comment les équipes se sont-elles informées des nouvelles décisions? Nous allons rencontrer Marie, responsable qualité au sein de l'HAD. Bonjour Marie. Bonjour. Vous allez bien? Ça va bien, merci. Je peux vous poser une question? Oui. Je vais vous demander, pouvez-vous nous dire comment les changements d'organisation en interne ont été communiqués et diffusés? Eh bien, tout d'abord, chaque responsable d'équipe a envoyé régulièrement des mails à ses équipes pour communiquer sur les changements et les réajustements très réguliers. Et puis, en parallèle de ça, ils ont rédigé des procédures, qui sont des documents de référence qui permettent à chacun de connaître l'organisation et les réajustements au fur et à mesure du temps. Donc, Mallory a travaillé avec les responsables d'équipe et les experts métiers pour ajuster les documents afin de les rendre clairs, cohérents les uns avec les autres et puis attractifs pour que chacun se les approprie. En complément, Sarah, qui travaille habituellement entre autres sur le journal interne, a publié le Coco News, qui est donc le magazine qui ne connaît pas la crise, et elle nous a transmis les informations de manière concise et ludique en fonction des changements qui étaient opérés durant la crise. D'accord, merci beaucoup Marie. Je vous en prie, au revoir. Au revoir, merci. Nous laissons derrière nous une équipe qui, on l'a bien compris, est restée soudée, compétente et innovante, malgré la situation inédite. Ici, au cœur de l'action, l'HAD Vendée nous a ouvert ses portes. Nous les en remercions. Cependant, une question subsiste. Que restera-t-il de tout ça après la crise? C'était Lise du 7 pour Covid Investigation, en direct de l'HAD Vendée. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission inédite sur le thème de l'injection de détergents sous-cutanés. D'ici là, n'oubliez pas les gestes barrières. Excellente journée à vous, merci, au revoir, prenez soin de vous. En ces temps de crise, chacun se cherche un modèle. Je pense que l'important c'est avant tout de rester soi-même. Oui, allô Annie? Oui. C'est un patient Covid. Bon, il faut tout de suite lui donner de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine. Je sais pas ce qu'ils foutent en APU, mais voilà. À part ça, tout va bien, Annie? Oui. Ok. Passez un bon dimanche toutes les deux. À tout à l'heure.
je crois que tout le monde a pu apprécier à la fois on voit plein de bravos apparaître sur le chat. Je crois que tout le monde s'accorde pour dire que c'est un beau retour d'expérience qui teinte à la fois la participation de tous les acteurs et puis le côté ludique qui est très appréciable. On apprécie, moi c'est la 3e fois du coup que je le regarde et j'en apprécie toujours les éléments de contenu. Alors, on va voir les questions apparaître sur le chat, hein, n'hésitez surtout pas à les poser. Vous avez beaucoup de bravos. La vidéo, elle se termine par une question un peu ouverte, mais qui restera-t-il après la crise? Alors, même si on n'est pas complètement sorti de la crise, mais on voit que le retour d'expérience, il était basé sur la première période. Vous avez modifié énormément de choses en termes d'organisation, de fluidification du parcours, de coopération. Qu'est-ce que vous gardez aujourd'hui et qu'est-ce que vous garderez demain de cette expérience? Bien, finalement, en fait, cette crise, elle nous a permis d'avancer en fait, très, très vite justement sur la partie technologique. Et justement, la mise en place de ces tablettes nous a permis d'avancer énormément. Et on a bien sûr laissé en place et on a bien sûr continué à avancer dans ce sens-là, en continuant la téléconsultation, en développant même d'autres choses, la téléexpertise, par exemple, des plaies. Et puis, ça a permis d'accélérer aussi tout notre processus de sécurisation, en fait, de la sécurisation du médicament, de la prise en charge médicamenteuse à l'HAD. C'était déjà en cours, hein, c'est ce que expliquait Julie Chailloux, c'est qu'on avait déjà mis des tablettes en place en fait, au domicile un petit peu. On commençait notre déploiement et en fait, ça a permis d'accélérer énormément les choses. Et là, on est en train de complètement déployer en fait, toute l'informatisation du circuit du médicament sur le département beaucoup plus rapidement. On le termine actuellement, quoi. Donc ça, c'est important. Et puis, l'habitude aussi de travailler donc, en téléconsultation avec les professionnels. Ça nous a permis aussi de développer des formations à distance aussi pour nos professionnels. Donc, ça a permis effectivement beaucoup de choses malgré tout. Voilà. Je pense à ça, effectivement, c'est surtout cette technologie et puis au niveau après de toute la logistique, hein, on voit bien qu'on avait embauché aussi des professionnels justement pour pouvoir développer cette logistique, assurer des livraisons plus régulières en fait chez nos patients. Donc c'est quelque chose qui a été maintenu, hein, et puis réorganisé effectivement pour améliorer en fait toute cette administration de matériel et de médicaments au domicile du patient. Voilà. Merci. Alors, j'ai reçu une petite question en direct. Hein. N'hésitez pas à le mettre sur le chat, tout le monde, comme ça tout le monde peut le recevoir. Une question qui porte sur les patients. Est-ce qu'ils vous ont fait un retour sur ces nouvelles organisations? Est-ce que vous avez pu les questionner dans le cadre de votre retour d'expérience sur l'adaptation de vos organisations? Alors, c'est quelque chose qui est en cours justement hein, sur la satisfaction du patient par rapport à l'utilisation des tablettes et c'est quelque chose que l'on veut développer aussi. On a déjà les retours en direct hein, pour de nombreux patients, effectivement, où c'est quelque chose de rassurant de pouvoir voir un médecin, de pouvoir voir une infirmière directement à l'autre bout de la caméra. En plus donc des visites, donc ça augmente en fait les échanges directement avec les équipes. Et puis, en plus de ça, donc on est en train d'essayer justement de développer justement l'utilisation de la tablette pour que nos patients puissent enseigner directement, éventuellement, des informations concernant leur santé. Ça pourrait être des choses sur la douleur ou voilà, des informations sur comment ils se sentent directement dans notre logiciel en fait, patient. Donc, c'est des choses qu'on est en train d'essayer justement de déployer actions pour aussi leur poser la question hein, carrément à nos patients, comment ils voient l'utilisation, l'amélioration d'utilisation de cette tablette. Voilà. Alors, il y a une question dans le chat.
Moi, à Oui, votre oui. question. Alors, je pense qu'on a un petit souci de qualité de son de votre côté. Alors, peut-être que ça vient de moi uniquement. Ah, ça passe pas bien. Là, ça a l'air mieux, mais peut-être que ça venait que de moi, hein. C'est possible. Une petite question dans le chat. Est-ce que cette expérience a accru la place du patient, acteur de ses soins, en termes Alors, comme je d'autonomie? Oui, alors pour l'instant, effectivement, par rapport à l'utilisation de la tablette, comme je vous le dis, c'est quelque chose qui est en cours, qui va justement, qui va certainement se développer pour que justement le patient puisse prendre toute sa place et puis nous donner des informations en direct. Après, pour l'instant, bon, c'est effectivement, il y a un démarrage par rapport à ces téléconsultations. Donc le patient, effectivement, sera de plus en plus au cœur de la prise en charge, ça c'est sûr. Merci. Alors, Swazik, je ne sais pas si de ton côté, tu as des questions. Alors moi, une question très pragmatique. Vous disiez que vous aviez acheté beaucoup de tablettes. Et c'est vrai que forcément, la question que ça me pose, c'est aussi les budgets. Alors, est-ce qu'il y a eu une aide particulière? Parce que voilà, dans cette période, on essayait de trouver des solutions. Donc, l'achat de matériel informatique pour pouvoir poursuivre le télétravail était quand même un des points clés. Mais la question budgétaire pouvait arriver juste derrière. Donc, voilà, c'était savoir comment vous vous étiez débrouillé. Alors, par rapport à la question budgétaire, j'avoue que je ne suis pas la meilleure placée pour vous répondre, je suis désolée. Après, au niveau du déploiement, pour ma part, il ne me semble pas qu'il y ait eu d'aide en particulier. Alors, il y a peut-être eu quelque chose au départ quand même sur le déploiement effectivement informatique en général, mais je ne pense pas que c'était en lien avec la crise en tous les cas. C'était bien au démarrage, effectivement, sur l'informatisation du système global, effectivement, du logiciel patient, mais franchement, je peux pas, je suis désolée, je ne peux pas vous Non, répondre. c'est pas grave. Et il n'y a pas eu de difficulté particulière sur la prise en main de ces outils, parce que c'est vrai que parfois, ça peut aussi être un sujet, la tablette, on ne sait pas forcément comment s'en servir, etc. Ça, c'était pas une difficulté? Alors, on avait déjà démarré en fait, hein. On avait déjà démarré les choses justement par rapport à l'informatisation en fait, du circuit du médicament. C'était quelque chose qui avait été mis en place déjà sur plusieurs secteurs de l'HAD avant en fait, le déploiement général, on va dire, sur tout le département. Donc, on a dû faire effectivement des formations pour l'utilisation à la télémédecine, mais c'était quelque chose de très simple qu'on pouvait faire quasiment par téléphone, en direct avec les infirmiers. Voilà, c'était quelque chose d'assez facile. Ensuite, l'utilisation de la tablette en elle-même est beaucoup plus compliquée pour l'utilisation du dossier patient. Donc là, on fait des formations particulières en webinaire auprès de tous nos professionnels, tous nos partenaires en fait, qui interviennent au domicile, soit des webinaires, soit des interventions en présentiel. Mais là, pour le développement en fait, de la téléconsultation, c'était relativement simple, heureusement, et on pouvait le faire rapidement. Ça pouvait se faire instantanément avec les professionnels au téléphone de l'autre côté de la tablette. Mais bien sûr, depuis, on a continué en fait toutes les actions pour développer et puis pour améliorer effectivement l'utilisation de cette tablette. Donc là, beaucoup de formations, beaucoup de choses qui sont déployées et qui continuent à l'être d'ailleurs régulièrement avec tout un service en fait, justement un service lié à l'information, lié au développement de cette tablette qui s'est encore développée et qui répondent maintenant aux questions de nos professionnels en fait, de toute la Vendée sur l'utilisation en fait, des tablettes. D'accord. Il y a donc quelqu'un dans le chat qui demande si vous avez eu un accompagnement du GCS e-santé. Oui, tout à fait. Il y a eu un accompagnement, effectivement, que ce soit au niveau des téléconsultations et justement de la téléexpertise des plaies qu'on est en train aussi de développer. D'accord. Et puis une autre question sur la capacité des patients à se saisir ou à accepter ces nouveaux outils. Est-ce que vous avez été surpris soit par leur facilité à prendre en main les outils, soit par leurs difficultés et aussi par rapport à ce que vous représentiez sur le sujet pour ces patients?
Alors, les difficultés chez les patients, effectivement, on n'a pas eu de retour particulier par rapport à ça. Les seules difficultés qu'on aurait pu avoir, on peut dire, c'était au niveau de la connexion. Est-ce qu'il y avait du réseau partout? Ça, c'était un petit peu une problématique qu'il pouvait y avoir. Heureusement, on rencontre très, très rarement cette difficulté. Pour l'acceptation pour les patients, franchement, on n'a aucun retour dans ce sens-là, comme quoi c'est compliqué. Il faut dire que c'est principalement quand même les professionnels qui l'utilisent pour le moment. Et donc, pour les téléconsultations, il n'y a pas eu de difficultés effectivement particulières au niveau du développement de cette tablette. Je pense que c'est quelque chose quand même que maintenant on voit régulièrement partout. Enfin, et les patients s'habituent, se sont automatiquement en fait habitués à ce système-là. On avait nos dossiers en fait patients avant au domicile. Effectivement, maintenant on dépose une tablette, on n'a pas de retour particulier par rapport à ça. Ouais. Donc une bonne acceptation autant par les professionnels que par les patients. Plutôt, oui, plutôt en général. Oui. Super. Et Magali, une dernière question peut-être, à moins qu'il y en ait d'autres qui arrivent sur le chat. On a vu que la vidéo commençait d'emblée sur la question de la coopération, notamment avec les professionnels de ville. On a vu aussi la coopération avec le CHD. Comment vous avez réussi à la fois à mettre ça si aisément en place? Et puis, qu'est-ce que vous retenez de ces modes de coopération qui ont forcément été bouleversés pendant la première période de crise? Et qu'est-ce que vous gardez au jour d'aujourd'hui en matière de modalités de coopération avec vos intervenants extérieurs et vos partenaires extérieurs? Je crois qu'au début de cette crise, en fait, tout le monde s'est trouvé vraiment totalement dépourvu. Totalement dépourvu avec la difficulté justement d'approvisionnement de matériel, de masques, de gants, enfin vraiment, tout le monde était sur un petit peu décontenancé en fait par ce qui se passait. Et c'est vrai qu'on a beaucoup communiqué tout de suite avec tous nos partenaires pour essayer justement de les aider dans ce sens-là. Bon, le fait qu'on se soit approvisionné effectivement nous-mêmes de gants, de masques, même si l'ARS bien sûr nous a aidés avec les dotations, mais ce n'était pas suffisant comme on le disait tout à l'heure. Et c'est vrai qu'on a essayé de mettre en place et de mettre vraiment au domicile des patients, pour les patients et pour les soignants, le matériel nécessaire. Donc ça les a aussi beaucoup aidés. Le matériel donc pour se protéger, le matériel pour communiquer. Et puis, on a beaucoup travaillé aussi avec effectivement le CHD parce qu'eux, ils avaient leurs difficultés effectivement puisqu'ils devaient réserver des lits pour les patients Covid, faire sortir énormément de patients. Donc, on s'est tous mobilisés effectivement pour pouvoir prendre un nombre de patients le plus important possible à domicile et pour pouvoir laisser des places effectivement dans les services Covid. Ensuite, on s'est démené aussi, comme on l'a vu avec le docteur Jean-Luc, voilà, pour pouvoir justement développer des nouvelles prises en charge, inventer des nouvelles surveillances à domicile, voilà, toujours en ayant le souci de protéger tous ces professionnels avec qui on travaillait. Et ça, je pense que c'était vraiment quelque chose effectivement d'important. Et puis, voilà, en se mobilisant tous, ça a permis effectivement de prendre en charge correctement les patients du domicile, dans les EHPAD, dans tous les domiciles qu'ils soient finalement. Voilà. Eh bien, merci. Je pense qu'on n'a plus d'autres questions à la fois dans le chat et puis de notre côté. Merci encore d'avoir accepté de partager à la fois votre vidéo, votre retour d'expérience et puis nous avoir fait sourire aussi. Merci aux équipes de nous avoir fait sourire parce qu'il y a plein de petits messages subliminaux qui rendent le sujet, bien que pas si simple que ça, accessible. Donc, bravo et merci encore à toute la HAD. Bon, très bien, je vous remercie aussi. Et puis, je communiquerai effectivement ce retour à l'ensemble de l'équipe. Merci beaucoup. Merci à vous. On vous propose de poursuivre notre retour d'expérience avec Sophie Pinault, des établissements de santé Beaujois-Vallée, avec
une autre approche des questions de parcours et de comment on capitalise, notamment sur des situations complexes. Donc là, on n'est pas en dehors des murs de l'établissement, mais au sein de l'établissement, et comment les équipes se sont saisies d'une problématique de prise en charge et en ont tiré une expérience très intéressante. Donc merci Sophie d'avoir, et je tiens à le souligner, autant contribué à la réflexion autour du retour d'expérience pour Calirel Santé et d'aller jusqu'au bout de la démarche à nous partager ton propre retour ou une partie de tes propres retours de ton établissement. Merci. Donc, l'établissement, donc moi je suis qualiticienne en effet dans cet établissement, donc l'établissement de santé Beaujoire-Vallée depuis une dizaine d'années. C'est un établissement qui est multisite. On est répartis sur 4 sites géographiques, Beaufort, Baugé, Mazé et la Ménitrée. On a 3 domaines d'activité, donc activité sanitaire donc avec 8 lits de médecine et 60 lits de SSR qui sont répartis, merci Swazik, sur les 2 sites de Baugé et Beaufort. La spécificité, c'est qu'on a 5 lits dédiés aux soins palliatifs, 2 lits de médecine et 3 lits de soins de suite et réadaptation. Et à côté de cela, donc, on a une activité importante médico-sociale avec des lits d'EHPAD en fait, sur les 4 sites. Au total, on est sur 340 lits d'EHPAD avec 10 lits d'hébergement temporaire sur le site de la Ménitrée plus spécifiquement. Le reste, on est sur de l'hébergement permanent. On ne fait pas d'accueil de jour. Par contre, on a une unité dédiée donc d'UPAD sur le site de Baugé avec 2 unités de 15 lits chacune. Une unité aussi pour l'accueil de personnes âgées handicapées, donc de 20 lits sur le site de Beaufort, et un PASA de 14 places sur ce même site de Beaufort également. À côté de cela, on a une activité de service de soins infirmiers à domicile avec 76 places, dont 71 en fonctionnement essentiellement. Et puis, on a également une activité de portage de repas à domicile. Donc, au total, on est sur un établissement de 548 lits et places à peu près. 500 professionnels travaillent dans nos murs. Et puis, en matière de spécificité, c'est vrai que l'on a une équipe interne douleurs soins palliatifs avec une infirmière et une aide-soignante qui ont un temps dédié tous les 15 jours. Donc, elles sont détachées une journée par mois. Un médecin les a rejoints en fait dans cette équipe interne douleurs soins palliatifs. Et puis, à côté de cela, on a dans les spécificités un coordonnateur parcours des usagers. Vu la taille de l'établissement, c'est vrai que c'est intéressant aussi pour fluidifier. On parle souvent de la fluidification des parcours. Donc, qui assure cette coordination du parcours de l'usager. Et puis, on a aussi une équipe active, je dirais, en matière d'aromathérapie au sein de l'établissement. Voilà pour la présentation de l'établissement de santé, santé Beaujoire-Vallée. On peut passer, Swazik, à la diapo suivante. Donc, en effet, ce retour d'expérience, vous allez le voir, il se concentre sur deux retours d'expérience de prise en charge. Et c'est vrai que c'est les professionnels des services, notamment, qui sont membres de l'équipe interne douleurs soins palliatifs, qui ont trouvé intéressant aussi qu'on puisse partager ces expériences au sein du comité de lutte contre la douleur. Et c'est vrai que c'est parti en fait de fiches de signalement d'événements indésirables qui avaient été faites sur notre outil interne, et on s'est dit que ça serait intéressant. En effet, on avait de manière plus globale l'intention de faire un retour d'expérience, comme disait Noémie, en s'appuyant sur les outils qui avaient été travaillés aussi avec Calirel. Donc on s'est dit que ce retour d'expérience, il alimenterait en fait autour de ces 2 prises en charge notre retour d'expérience plus global. Alors, le contexte de l'établissement, c'est vrai que ça commence à remonter au niveau des faits, mais c'est vrai que là, on est sur la période de fin mars, début avril 2020. Alors, j'ai remis quelques éléments clés, après, je ne suis pas rentrée non plus trop dans le détail. L'établissement, donc le directeur avait déclenché le plan blanc le 13 mars, avec la fermeture des portes de l'établissement, évidemment, en parallèle. On était dans un contexte, au début, on se réunissait, donc la cellule de crise s'est mise en place. On se réunissait 2 fois par semaine. Après, on a adapté en fait cette mobilisation de la cellule de crise en fonction des différentes étapes. Parfois, c'était 1 fois par semaine, on restait sur 2.
Là, je dirais qu'aujourd'hui, on arrive à être sur une à deux par mois. Enfin, ça dépend un petit peu, soit on est sur tous les 15 jours, soit toutes les semaines. Ça dépend un petit peu de l'actualité, on va dire. Donc, cette cellule de crise qui rassemblait en fait une bonne partie de l'équipe de direction, les cadres des secteurs d'activité concernés, le médecin du secteur Covid également, la pharmacie, et puis après tous les professionnels logistiques donc, qui étaient représentés au niveau de l'équipe de direction, et puis de la communication également. On a la spécificité également d'avoir une infirmière hygiéniste dans nos murs, donc c'est vrai que ce n'est pas le cas de toutes les structures, ce qui a été aussi facilitant pour cette gestion de crise. Donc, cette réunion de la cellule de crise avec la tenue d'un journal de bord à l'appui et puis une diffusion des consignes à l'issue de ces cellules avec la spécificité quand même de l'infobésité. Hein, tout le monde l'a partagé, mais c'est vrai que c'est cette information importante et au quotidien à gérer et à retranscrire aux équipes, ce qui n'a pas toujours été facile. Et il y a pu parfois aussi avec des consignes contradictoires aussi à certains moments entre parfois les recommandations en hygiène. On voyait aussi ces informations changeantes au fil du temps et comme on l'a évoqué aussi tout à l'heure avec le défaut parfois aussi au début de cet épisode des équipements de protection individuelle et ça c'est vrai que c'était une vraie gymnastique au niveau de la cellule de crise. On a, toujours dans ce contexte, on avait décidé de mettre en place en fait un secteur Covid sur le site de Beaufort où on a une activité donc à la fois médecine et soins de suite réadaptation. Donc, on a plutôt fait ce choix plutôt que dans nos EHPAD d'identifier des secteurs dédiés. On a plutôt été sur cette perspective de mettre en place un secteur Covid et puis sa spécificité, c'était aussi que son activité était modulable. On s'était dit, on ne se limite pas à un certain nombre de lits, on part sur 1 à 11 lits et on adapte en fait la capacité du secteur en fonction des demandes aussi des structures à la fois hospitalières et puis également aux demandes sur le territoire par rapport aux admissions directes que l'on a pu aussi développer. Donc, cette ouverture s'est faite début avril, le 6 avril, avec une salle de soins dédiée pour ce secteur. Ce qu'il était intéressant aussi de noter, c'est la tenue en fait de manière hebdomadaire de conférences téléphoniques. Ça a été aussi les nouveautés. Ça rejoint un petit peu le retour d'expérience de l'HAD sur la mise en place de conférences téléphoniques. Alors, pas de visioconférence au départ, mais de manière hebdomadaire avec les représentants des conseils de la vie sociale, où c'est vrai que le directeur, M. Brouan, souhaitait vraiment associer les représentants des usagers et notamment des familles pour nos résidents sur les choix, en fait. On l'a vu sur l'ouverture, les modalités de réouverture à certains moments de la crise. Donc, on voulait vraiment partager avec eux l'actualité de l'établissement. Les moyens mis à disposition, on a mis en place l'organisation de Skype, en fait, pour les résidents avec leur entourage, étant donné que les portes étaient fermées. Et puis, on a associé aussi ces représentants des familles à la réouverture des portes. On voulait vraiment les associer dans l'évaluation du bénéfice-risque aussi pour les résidents à ces choix, en fait, de la cellule de crise. Donc, c'est vrai que M. Brouan s'est beaucoup appuyé aussi sur ces temps d'échange avec eux pour partager lors des cellules de crise et orienter aussi les décisions qui pouvaient être prises lors de ces cellules. On a aussi été associé à la mise en place des Covid sur le territoire. Donc ça, c'est aussi un aspect très intéressant aussi. On parlait du partage aussi sur le territoire avec les acteurs et les partenaires. Donc c'est vrai qu'avec les acteurs libéraux, au début, donc on a vraiment été au cœur aussi de la logistique et de l'approvisionnement de ces centres Covid. Et puis, aujourd'hui, on est plutôt sur les centres de vaccination, notamment de Baugé, où on participe aussi toujours à cette logistique de collaboration. Dans le contexte, au niveau des ressources humaines, alors c'est vrai qu'à cette époque, on a eu assez peu d'absentéisme. On avait aussi bénéficié d'un renfort médical. C'est vrai que ça a été intéressant aussi cet épisode. Malgré tout, il y a quand même des points positifs qui ressortent. C'est que on a eu d'anciens médecins retraités qui sont venus en renfort des équipes et puis aussi des médecins qui exercent sur le territoire,
qui ont accepté de venir renforcer les équipes en complément de leur activité libérale. Des collaborations aussi avec des cliniques sur la mise à disposition d'IDE. Donc, c'est vrai que ça a été intéressant sur cet aspect. On était vraiment sur un contexte de gestion quotidienne des stocks, que ce soit en éléments de protection, en solutions hydroalcooliques, les médicaments, l'oxygène. Alors, c'est vrai qu'on a une pharmacie d'usage intérieur, c'est vrai que c'est très intéressant aussi par rapport à cela au niveau de cette gestion. Mais c'est vrai que c'était du temps vraiment quotidien à attribuer à cette gestion des stocks. Et puis, le dernier point que j'avais mis un petit peu en lumière, c'était la collaboration aussi avec l'équipe mobile du CHU Covid, qui nous a vraiment également assisté en matière de dépistage au début, quand on a lancé le dépistage, l'organisation des séances, et puis nous a accompagnés en fait par rapport à la formation de nos infirmiers sur ces dépistages. Donc ça, c'était vraiment les éléments marquants, je dirais, dans le contexte. Donc, si on peut passer à la diapo suivante, c'est vrai que le premier retour d'expérience, alors comme je vous le disais, on s'est appuyé sur nos fiches de signalement d'événements indésirables en interne, qui nous a relaté des difficultés sur la prise en charge de certains patients ou situations plus compliquées. Et on a fait le choix, en fait, comme je vous le disais, de partager ces retours d'expérience avec cette équipe interne douleurs soins palliatifs. C'est vrai que l'infirmière et l'aide-soignante ont participé à l'élaboration de ces cartes mentales. Elles ont vraiment été au cœur de l'analyse de la situation et elles les ont présentées. Alors, elles ne pouvaient pas se joindre à moi aujourd'hui, mais c'est vrai qu'elles ont fortement contribué à ces travaux. Donc, la première situation qui a présenté des difficultés pour l'équipe concernait la prise en charge d'un patient plutôt donc, sur le secteur sanitaire. Donc, on est vraiment sur le site de Beaufort. On est donc là, je vous remets le contexte, fin mars 2020. Donc, secteur médecine nécessaire et prise en charge compliquée d'un patient atteint de la Covid et qui présente des détresses respiratoires répétitives. Alors, on a repris un petit peu les différents éléments sous forme de carte mentale. D'un point de vue médical, en fait, le diagnostic pour ce patient, il a été fait en cours d'hospitalisation. On était aussi dans un contexte, alors contexte plus large que l'établissement, mais de limitation aussi de la réanimation. On le voyait bien hein, avec cette surveillance de la disponibilité aussi des lits en réanimation. Donc ça fait partie aussi du contexte qu'il est important de rappeler. Bien évidemment, on était dans un contexte de confinement national. Donc, qui avait un impact à la fois pour les patients, mais pour les professionnels aussi dans leur vie et dans leur expérience quotidienne. Et puis, un contexte un petit peu anxiogène aussi par rapport à cette maladie, mal connue et qui l'est encore aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on était en début d'épisode, donc c'est vrai que ces incertitudes autour de la maladie. On avait également, nous, dans les éléments qui ont été pris en compte dans l'analyse, prescription d'antibiotiques, il était difficile en fait d'avoir, on n'avait pas eu de disponibilité rapide de notre pharmacie par rapport à cet antibiotique. Donc ça, c'était vraiment le contexte médical. Et puis au niveau du contexte soignant, ce que les soignants ont mis souvent en lumière, c'est cette mise à distance de la famille, de par le contexte de confinement. Cette difficulté aussi dans la relation soignant-soigné, du fait évidemment des équipements de protection. Physiquement, c'est vrai que ça met une barrière en fait entre la personne que l'on prend en charge et le soignant. Et puis, on était dans ce contexte de prise en charge de ce patient. En fait, ce patient, il avait appris pendant son hospitalisation le décès d'un proche du Covid. Donc, ça fait partie aussi des éléments que l'on voulait souligner dans cette analyse. Et puis, dans un contexte organisationnel où comme je vous le disais, on avait beaucoup d'informations. Je repense à la prise en charge des patients décédés, où on a eu peut-être 6 ou 7 versions de notre procédure interne qu'il fallait actualiser. Donc, c'est vrai, des changements en fait, multiples des documents qualité. Donc, ça faisait partie également des points qui avaient été
soulevés par l'analyse par rapport à l'origine des problématiques. En facteur facilitant, ce qui a été retenu par les équipes, c'était que donc, malgré cette importance de procédure, c'était qu'elles étaient facilement accessibles d'un point de vue de consultation. On a un outil qualité partagée de gestion documentaire. Donc ça, c'était quand même un plus qui a été soulevé par les équipes, c'est qu'ils avaient accès, tout le monde a un identifiant et un mot de passe personnel pour accéder à cette base documentaire. Et puis, ce qui a été mis aussi dans les éléments facilitants, c'est le travail en équipe. Ça a été soulevé par les professionnels. Des débriefings qui ont été organisés parfois de manière informelle, mais au sein des équipes. Le travail donc en binôme AS-IDE aussi, avec la mise en application des mesures spécifiques pour la prise en charge des patients Covid. Et puis, elles ont soulevé aussi la compréhension des familles. Les familles ont vraiment été compréhensives dans le contexte dans lequel les professionnels prenaient en charge aussi les patients. Le ressenti des équipes, les conséquences potentielles, ce que les soignants ont vraiment mis en avant, c'était ce sentiment d'abandon, en fait, des patients, parfois d'être pestiférés. C'était le ressenti qu'ils partageaient avec les équipes. Et puis, par rapport aux familles, c'était cette difficulté, et ça, on l'a entendu plus largement aussi au niveau des médias, mais le deuil plus compliqué par rapport aux modalités particulières de prise en charge des décès à cette époque aussi de l'événement, avec un sentiment pour les soignants de ne pas faire le maximum en fait dans l'accompagnement de ces personnes en fin de vie. Donc, au niveau de l'analyse que l'on en a fait, on s'est appuyé sur cette balance en fait entre le curatif, le palliatif, le contexte, comme je vous disais, anxiogène, à la fois pour le patient et les soignants, les difficultés relatées par la cohabitation entre les règles d'hygiène et puis l'accompagnement de fin de vie. Le questionnement éthique aussi qui a été soulevé par les équipes sur l'âge du patient. Est-ce que ce patient, en dehors d'un contexte Covid, sa prise en charge aurait été la même en fonction de son âge par rapport à la prise en charge en réanimation? Donc, c'est toutes ces questions qui ont vraiment bouleversé aussi les équipes dans leur prise en charge en quotidien. Je reviendrai sur les propositions en fait, et les actions qui ont été actées suite à l'analyse, parce que vous verrez sur les deux cas en fait, présentés, il y a plusieurs axes qui étaient vraiment communs. Donc, si on passe à la diapo suivante, je vous présente l'autre cas en fait, qui concernait là plutôt le secteur médico-social, et puis avec la spécificité. Alors, il y a des éléments qu'on retrouve, mais là, sur cette prise en charge, en fait, c'est un événement indésirable qui s'est déroulé la nuit. Et c'est vrai que sur la prise en charge la nuit, le contexte est différent et le ressenti, évidemment, aussi des équipes est différent. Donc, ce deuxième événement que l'on a analysé concernait là plutôt le secteur médico-social, contrairement au précédent qui était sur le sanitaire. Ça s'est déroulé début avril, donc c'est vrai qu'au niveau de la période, on était à peu près sur la même période. Et c'est donc un décès, comme je vous le disais, qui est survenu la nuit. Donc là, on était au niveau du contexte, comme je vous le disais, donc de la nuit. Les équipes ont soulevé aussi le contexte où les procédures Covid n'étaient pas toujours bien connues. Ça faisait partie des éléments qu'ils avaient soulevés. Et puis, des spécificités sur cette nuit, il y a eu en fait, au niveau matériel, une panne de téléphone, un ascenseur qui était en panne également. Donc, voilà, des facteurs par rapport à la prise en charge aux problématiques matérielles qui ont été soulevées. Et puis, comme je vous le disais, le contexte spécifique de la nuit, c'est davantage anxiogène aussi pour les équipes. Elles sont 4 aides-soignantes et une IDE pour 180 lits la nuit. Donc, c'est vrai que c'est toujours plus rassurant le jour d'avoir le médecin qui va être présent, le cadre est présent. Donc, c'est vrai que ce contexte, il est particulier. Et puis, dans le cas de cette prise en charge de ce décès, on avait également dans les facteurs favorisants, il y avait un résident qui déambulait aussi, qui mobilisait
pas mal l'équipe. Ça faisait partie du contexte avec les difficultés rencontrées. On a eu aussi donc l'intervention des pompiers sur cette prise en charge, et c'est vrai qu'avec une problématique de signalétique qui ne se sont pas forcément présentées du bon côté du bâtiment, donc ça a joué aussi dans cette prise en charge et dans ce contexte qui a été compliqué dans cette prise en charge du patient la nuit. Au niveau médical, en fait, c'est une personne qui s'est dégradée très rapidement entre la première ronde de l'équipe de nuit et puis le décès qui est survenu, je ne sais plus, mais vers les minuit à peu près. Donc, ça a été une dégradation très rapide et c'est vrai que l'équipe s'est sentie en difficulté par rapport à cette prise en charge qui a évolué très rapidement. Enfin, l'état de la personne qui a évolué s'est dégradé très rapidement. Il y avait un diagnostic supposé de Covid par rapport à cette prise en charge, mais qui n'était pas posé en fait, qui n'était pas posé au départ. C'est vraiment l'intervention des pompiers qui, dans le cadre d'un résident déambulant qui était Covid, a fait le choix en fait de considérer cette résidente Covid par rapport à la mise en place des différentes mesures barrières. Au niveau du contexte humain, les facteurs facilitants qui ont été soulevés, donc ça rejoint un petit peu le cas précédent, c'est l'entraide de l'équipe. La bienveillance également qui avait été soulignée de l'administrateur de garde qui a donc été contacté dans le cadre de cette prise en charge et des difficultés. Et puis le débriefing qui a eu lieu le lendemain aussi avec le cadre de nuit, puis à distance, avec également le psychologue du travail qui est intervenu auprès des équipes. Donc ça a été les facteurs humains qui avaient été précisés. Au niveau de l'analyse, donc c'est vrai qu'on a été sur une gestion de situation médicale d'urgence. La DAMU est intervenue. Et puis au niveau ce qui va jouer dans les difficultés, c'était le ressenti de l'équipe a été compliqué parce que le fils n'a pas été prévenu en fait de la dégradation de la personne pendant la nuit. Et la question, et là ça rejoint le cas précédent, c'était la question aussi de l'habillage du corps, de la descente du corps en attendant que la famille l'ait vu. Donc ces difficultés qui ont été soulevées par l'équipe qui a pris en charge le décès. Et donc, on rejoint la difficulté aussi de démarrage de deuil, en fait, dans le processus au vu du contexte particulier. On a dans les axes de réflexion, donc je vous parlais de l'approche éthique, hein, où l'appel de la famille en fait n'a pas été fait pendant la nuit. Donc c'était une décision qui a été prise en lien avec la DAMU, l'administrateur de garde et l'équipe en place. Et puis c'était en décalage, comme on l'a évoqué, entre ce qui se fait habituellement en fait dans la prise en charge des corps des personnes décédées. Et le décalage entre ces règles Covid et les pratiques habituelles des équipes soignantes. Donc ça a été vraiment un point qu'elles ont mis en avant. Elles se sont, voilà, les questions c'était est-ce qu'il y avait suffisamment de formation, manque d'informations sur la maladie, donc ça rejoint aussi ce qu'on évoquait précédemment. Donc c'est toutes ces questions en fait qui ont été partagées. Et avec l'analyse de ces deux cas, donc ce qui a été fait en octobre 2020, on a fait ces présentations en comité de lutte contre la douleur. Et donc, on a décidé d'actions à mettre en place suite à l'analyse de ces deux études de cas, mais s'il y avait des actions qui avaient été faites immédiatement, hein, ce qu'on a soulevé, il y a eu un accompagnement psychologue du travail, il y a eu des actions qui se sont engagées tout de suite. Mais c'est vrai, du coup, si on passe à la diapo suivante, il y a des actions qui ont été retenues en fait suite à cette analyse et qui ont été actées par le comité de lutte contre la douleur. Ce qu'on a soulevé, c'est la difficulté à retrouver les éléments, alors à la fois sur la conduite à tenir parfois lors de la phase palliative, et puis
qu'on avait aussi de manière plus large, c'est pas que la phase palliative, mais c'est parfois en cas d'urgence, ce qui a été le cas sur cette dégradation rapide de la personne en EHPAD. C'est quelles sont les consignes en cas d'urgence ou en cas de décès. J'appelle la famille, je ne l'appelle pas, je l'hospitalise. Elle ne souhaitait pas être hospitalisée. Comme on le disait, là, on était dans un contexte particulier aussi, au vu de l'âge des patients et de la disponibilité des lits. Est-ce que la personne était réanimatoire ou pas? Donc, c'est vrai que toutes ces questions, on s'est dit, il y avait cette première action, favoriser la synthèse palliative dédiée. Et puis, ça rejoint le dernier point, réaliser, en fait, on a accès comme action de réaliser un audit de dossier, notamment en EHPAD, pour vérifier si on retrouve bien la présence et l'accessibilité justement aux consignes en cas d'urgence et en cas de décès. Est-ce qu'on appelle la nuit la famille? Est-ce qu'il y a déjà des éléments que l'on retrouve clairement? Et ça, c'est des éléments qu'on retrouve de temps en temps sous forme d'événements indésirables. L'autre action que l'on a retenue, c'est de développer la prise en charge psychologique des patients. Ça, on sait que ça, enfin, je dirais que ça n'a que confirmé un axe d'amélioration que l'on a dans l'établissement, c'est cet accompagnement psychologique de nos patients, en prenant en compte justement la synthèse dédiée et le rapport bénéfice-risque au cas par cas pour chacun des patients dans les actions à mettre en place. Au niveau des orientations, l'axe aussi de solliciter le comité éthique. Alors, le comité éthique s'est mis en place il n'y a pas très longtemps chez nous, mais il y a un réel travail à faire sur la question du deuil pathologique. Et ça, c'est des éléments qui doivent être travaillés par le comité éthique de l'établissement autour de cette question du deuil pathologique et du principe de l'humanité extrême. En ce qui concerne la gestion documentaire, comme je vous disais, par rapport à cette multitude d'informations qui a pu parfois déstabiliser les équipes, alors même si elles savaient qu'elles avaient accès à cette info, mais c'est comment est-ce qu'on communique auprès des professionnels, donc de réinterroger nos modalités de communication des nouveaux documents. On a aujourd'hui un système de gestion documentaire qui nous informe des nouveautés, mais le relais aussi important de l'encadrement et des référents thématiques autour des nouveautés de la gestion documentaire. Et puis, une dernière suggestion que j'ai mis en avant, c'était de mettre en place des synthèses sous format, en fait, réunion de concertation anticipatrice. Ça rejoint un petit peu le point du recueil, en fait, des consignes en cas d'urgence et en cas de décès, c'est de ne pas attendre d'être dans la situation de la prise en charge palliative. Et c'est de se dire, voilà, on est plutôt sous un format de réunion d'équipe en se disant, on anticipe les situations d'urgence et de fin de vie par rapport aux souhaits de la personne et de l'entourage pour ne pas se retrouver dans ces situations difficiles. Donc voilà les quelques axes spécifiques sur ces deux prises en charge que je voulais partager avec vous. Voilà. Merci Sophie pour ta présentation. De rien. On va voir si les questions arrivent sur le chat. Juste redis-nous, ADAMU, le sigle correspond à? C'est la médecine Urgence. Oui, voilà, d'urgence de ville, quoi. D'accord. En fait, autant en sanitaire, on a une astreinte médicale qui est en place pour le secteur sanitaire. Par contre, sur les EHPAD, c'est la médecine de ville en fait qui assure l'astreinte via l'ADAMU. En dehors des heures, en fait, il y a deux choses. Les médecins libéraux sont organisés en garde en fait jusqu'à minuit et ensuite ça bascule en pleine nuit sur l'ADAMU. D'accord. Très bien. C'est eux qui ont déclenché en fait l'intervention des pompiers sur le deuxième cas.
Moi, j'aurais une question. Donc là, tu as présenté 2 cas très intéressants, hein, sur les difficultés qu'on avait pu enfin, que vous aviez pu rencontrer de façon très concrète, liées justement au Covid-19. Les équipes étaient, comment dire, partie prenante un petit peu de cette analyse des événements. Est-ce que ça les a aidés? Est-ce que ça les a aidés à avancer sur la suite? Enfin, voilà, comment ça s'est positionné dans le temps et comment est-ce que ça a été accueilli par les équipes? Je pense qu'il y a une culture dans l'établissement, une culture culture du risque qui est déjà quand même en place depuis quelques années. C'est vrai que les professionnels déclarent très facilement les événements indésirables. On est quand même dans cette culture déjà en place. Elles ont compris qu'on n'était pas dans du punitif, qu'on était vraiment dans une amélioration. L'objectif, c'est vraiment d'améliorer nos pratiques et de partager entre les sites aussi, parce que je vous disais, la spécificité de l'établissement, c'est qu'on est multisite, mais on trouve les mêmes difficultés d'un site à l'autre. Donc, c'est ce partage. Et je pense qu'il y a cette notion d'analyse, en fait, pour identifier des axes d'amélioration. Ça, je pense que c'est partagé par les équipes. Elles sont rassurées, je dirais, du dispositif qui est en place derrière. La finalité, elles l'ont. Et c'est vrai que je cite ces 2 professionnels, l'infirmière et l'aide-soignante qui font partie de l'équipe interne douleurs soins palliatifs. C'est des professionnels qui sont en place dans l'établissement. Une est là depuis déjà de nombreuses années. Et elles adhèrent complètement, je pense. Elles ont vraiment été motrices dans cette proposition d'analyser l'événement et de le partager en CLUD, en fait, en se disant, voilà, c'est intéressant quand même qu'on partage sur ces deux retours d'expérience, les difficultés partagées. Donc, non, elles étaient vraiment… Enfin, je pense que les équipes sont prêtes. On avait de manière plus large, hein, j'en ai pas parlé, mais sur le retour d'expérience, on avait vraiment fait le choix d'associer vraiment l'ensemble des professionnels sur leur ressenti, le vécu de l'épisode Covid. On en a déjà parlé en séance Calirel, mais tous les professionnels ont répondu, ont été sollicités et j'ai plus le taux de retour, mais important quand même des professionnels sur leur vécu de l'épisode Covid et avec l'objectif, en effet, d'identifier des axes d'amélioration. Donc, le CLUD n'était qu'un versant en fait, de ce qu'on a fait de manière plus globale. Mais oui, la culture du risque, elle est quand même en place dans l'établissement. C'est quand même facilitant pour développer ce type d'analyse. Ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que ça fait écho à d'autres présentations et où ce que les établissements ont réussi à mettre en place comme solution pour sortir un petit peu par le haut des situations de crise, c'était finalement, ça s'appuyait sur des choses qui existaient déjà, des dynamiques qui existaient déjà et qui se renforçaient. Donc là, tu vois, par exemple, pour vous, c'est la culture du risque qui était déjà là, et ben effectivement, on a réussi à la renforcer. Par exemple, l'exemple d'avant, c'était tiens, on a informatisé les tablettes, etc. Il y avait déjà une dynamique et on l'a renforcée. Et sur les précédents webinaires, on a aussi eu finalement ces retours-là de choses qui étaient déjà en place, de dynamiques qui étaient déjà en place ou de projets qui existaient déjà et où finalement la crise a servi entre guillemets d'accélérateur pour ces projets qui étaient déjà là. Mais du coup, c'est intéressant de voir qu'il faut quand même qu'il y ait une dynamique préexistante. Voilà, ça c'est quand même important. Et que par contre, finalement, certains établissements ont réussi à utiliser, entre guillemets, la crise, ou en tout cas à sortir par le haut de la crise, en accélérant comme ça, du coup, les projets, les analyses d'événements désirables, etc. Donc, je trouve que c'est intéressant, finalement, pour chaque établissement de se dire, nous, quelle est notre dynamique et comment est-ce qu'on peut la renforcer. Comme tu dis, c'est le terreau qui est déjà là pour pouvoir avancer sur cette gestion des épisodes. Et puis… Mais c'est-à-dire qu'en tout cas, quand la crise arrive, c'est pas à ce moment-là que tout à coup, on va trouver des solutions miracles qui vont sortir du chapeau. Il faut finalement qu'il y ait déjà des équipes qui se connaissent, qui soient impliquées, motivées, qui soient partie prenante, qu'il y ait une dynamique qui existe déjà. Et là, on peut réussir à en faire quelque chose. Alors, il y a une petite question sur le chat, mais qui est assez en lien avec ce que tu évoquais, Sophie, et ce que tu évoquais, Swazik, sur les actions qui ont été mises en place pour favoriser l'accès aux informations sur le terrain. Est-ce que c'était déjà des canaux qui existaient et on s'attend un peu à cette réponse-là. En fait, on a… Alors, c'est vrai, bien mobilisé. Je ne suis pas rentrée dans le détail, mais de manière plus large, en fait, on a mis en place une Covid News. En fait, à l'intention à la fois des professionnels et également des familles. En fait, sur cette Covid News, elle sort toutes les semaines. Alors, c'est vrai que c'est un travail aussi important pour l'équipe com.
Mais c'est vrai que c'était un besoin qui était ressorti, alors pas spécifiquement sur le CLUD, là, mais plutôt sur notre REX global, où en fait, on avait parfois un sentiment pour certains professionnels, c'était ressorti en CHSCT, d'un sentiment qu'on voulait leur cacher des choses par rapport au nombre de professionnels qui pouvaient être dépistés, positifs. Ils n'avaient pas forcément l'information. Et du coup, en fait, cette Covid News qui sort toutes les semaines, elle s'est mise en place en fait pour communiquer sur cet état des lieux pour chaque site, en fait, de se dire voilà combien on a de personnes hospitalisées en secteur Covid, combien on a eu de dépistage parmi les professionnels, dépistage parmi nos résidents. C'est vrai qu'on a eu des clusters aussi sur certains sites. Donc, c'était vraiment de communiquer de manière transparente sur l'état de la situation sanitaire. Et puis aujourd'hui, on communique aussi sur le nombre de professionnels et de patients résidents vaccinés. Donc, on a poursuivi en fait avec ces éléments-là aussi. On communiquait aussi sur le nombre de Skype organisés aussi entre les résidents, leurs familles, pour voir aussi un petit peu, ça permet aussi de mesurer un petit peu les actions qui étaient engagées. Et puis, il y avait un rappel, en fait, une partie vraiment dédiée aux nouveautés sur à la fois la réouverture, la mise en place de certains gestes barrières, enfin voilà, tout ce qui allait autour de l'organisation des visites. Voilà, j'ai plus les sorties extérieures quand il y a eu des sorties extérieures, etc. Donc en fait, c'était vraiment le support qui servait en fait de communication sur les nouveautés en fait à chaque moment un petit peu. Faisait suite, en fait, cette Covid News sort le vendredi, notre cellule de crise a lieu le jeudi. Donc, ce qui nous permet en fait de finaliser la production suite à la cellule de crise qui s'est tenue la veille. Donc, c'est un des outils, oui, voilà, qu'on a vraiment mis en place suite à ces difficultés qui avaient été relatées à la fois par les professionnels et les représentants des familles. Donc, communiquer, coopérer. Voilà. C'est vrai que ça avait été pas mal évoqué aussi au premier webinaire, des outils de communication mis en place spécifiquement pour les infos Covid, pour pas non plus emboliser tout le reste, mais pour informer de façon beaucoup plus régulière et aussi de façon beaucoup plus réactive. De toute façon, la communication, on la retrouve dans toute analyse d'événements indésirables. Il y a toujours un aspect communication. On voit bien qu'on a des loupés sur ces éléments-là, alors que c'est capital, parce que c'est la dernière étape. Vous pouvez mettre toutes les plus belles procédures du monde. Si on ne communique pas autour, c'est la dernière étape qui fait que, voilà, sans impact. Ce que tu as évoqué aussi dans l'analyse, la question des débriefings et des débriefings qui vont au-delà de la communication, mais l'information qu'on se partage. Et on a pu le voir sur les trois webinaires, la question de se partager les informations, au-delà de rendre l'information accessible, mais de pouvoir avoir des espaces pour partager autour de ces informations. C'est des choses qui ont été mises en exergue à chaque retour d'expérience. En tout cas, merci beaucoup, Sophie, de ces riches et complètes présentations. On arrive à la fin, Swazik, de ce troisième webinaire. Donc, on est dans les temps, il est 13h50. Ça laissera même la possibilité de prendre un petit peu l'air avant vos réunions de 14h. Et puis du coup, on se permet de vous transmettre donc le sondage sur le webinaire. Donc n'hésitez pas à répondre, ça nous aide beaucoup pour améliorer pour les prochaines fois et savoir ce qui vous convient ou ce qui ne vous convient pas. Voilà, donc le sondage est lancé. Merci d'avance pour vos réponses. Voilà, on est à un tiers de réponses, mais n'hésitez pas à compléter. Et puis également, vous dire qu'on vous donne rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, jeudi 20 mai, toujours entre midi et 2, pour notre dernier webinaire qui se penchera sur la question de l'implication des usagers. Donc, je pense qu'on aura également des très intéressantes présentations, des très belles présentations par les établissements qui ont accepté de nous répondre. Voilà, donc surtout, n'hésitez pas, il est bien sûr encore temps de vous inscrire pour ce webinaire qui sera vraiment dédié à l'implication de l'usager sur cette gestion de la crise Covid. Voilà, donc on espère que vous serez nombreux à nous suivre et à être présents jeudi prochain de midi à 14h. Et un grand merci, de nouveau un grand merci à Lucie, Magali et Sophie, aux établissements HAD Vendée et puis l'établissement Beaujois-Vallée d'avoir accepté de nous partager le retour d'expérience. On le dit à chaque fois, mais on mesure à quel point c'est précieux, ces informations qu'on se partage.
de pouvoir voilà, s'écouter mutuellement et se dire que des initiatives ou du vécu est assez commun quelque part, hein, entre les structures et les professionnels.